La guerre qui se déroule en ce moment, alors que nous parlons, au Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, ont assassiné le guide suprême ainsi que plusieurs commandants, et nous avons ensuite vu la riposte iranienne. Comment voyez-vous la situation actuelle entre l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre? Eh bien, je pense, tout d'abord, toute guerre est absolument imprévisible, et je ferai quelques commentaires à ce sujet dans un instant. Mais si je devais faire une estimation très générale, je souligne, une estimation, de ce que je pense qu'il va se passer dans les prochaines semaines, peut-être même dans la semaine à venir, mais possiblement sur 2, c'est que les Israéliens et les Américains vont infliger d'énormes dégâts à l'Iran. Ce sera assez vaste et étendu, mais ils auront du mal à le maintenir. L'Iran, bien sûr, ripostera, et ces frappes iraniennes mettront du temps à s'accumuler, car le déluge de munitions que l'on peut délivrer depuis des avions est énorme comparé à ce que l'on peut faire avec des missiles balistiques. C'est simplement une quantité énorme d'armes que vous pouvez déployer, et vous pouvez le faire avec une précision relativement élevée, contrairement à ce que les Iraniens peuvent faire avec des missiles balistiques. Ainsi, le choc initial pour l'Iran sera très important. Mais avec le temps, le poids de la pression se déplacera contre les Israéliens, principalement parce que, autant que nous puissions le supposer, je tiens à souligner que nous n'en sommes pas certains. Les Iraniens ont une capacité significative à livrer des ogives de missiles balistiques vers Israël. Et même s'il ne s'agit que de centaines d'ogives de missiles balistiques, cela pourrait finir par être bien plus que cela. Mais au départ, cela pourrait se limiter à quelques centaines. Cela va avoir un impact énorme sur Israël, qui est en réalité un pays assez petit, avec seulement quelques zones urbaines. Ces zones urbaines seront extrêmement vulnérables face à la menace et aux dégâts continus causés par des missiles balistiques qui s'y abattront. Ce ne sera donc pas un blitz du type de celui que l'Iran subit actuellement et continuera de subir pendant une semaine ou 2, mais plutôt une attaque persistante et cumulative. Donc, à mon avis, avec le temps, les Américains et les Israéliens ne pourront pas maintenir cette offensive. Tout simplement, ils finiront par manquer de munitions. Je veux dire, les Américains sont déjà à court de munitions. Ils ont beaucoup donné aux Ukrainiens. Et les Américains n'ont pas les capacités de monter en puissance que, par exemple, les Russes ou les Chinois possèdent. C'est quelque chose que les extrémistes américains, qui veulent mener des guerres partout, ne semblent pas comprendre. Nous, les Américains, je ne veux pas être associé à cette guerre terrible, mais nous avons un système de soutien militaire qui dépend de ce que j'appellerais, je ne sais pas, du capitalisme de connivence. Peut-être que je l'appellerais ainsi. Nous avons ces entreprises qui se nourrissent du gouvernement américain pour construire des systèmes militaires et nous fournir des munitions. Ils sont à but lucratif. Quand vous êtes une entreprise à but lucratif et que votre seul objectif est de gagner de l'argent, une fois qu'on dépasse tout le battage patriotique que ces entreprises entretiennent, c'est ce qu'elles sont. Ce sont des organisations à but lucratif, uniquement préoccupées par cela. Vous ne construisez pas vos installations de production au-delà de ce que vos contrats peuvent soutenir, car posséder une grande usine de fabrication coûte beaucoup de capital, coûte beaucoup d'argent. Vous dimensionnez donc vos installations de manière à pouvoir produire ce que vos contrats et ce que vous prévoyez de vos contrats vous rapporteront, un profit conséquent. Ainsi, vous n'avez pas cette très grande capacité d'expansion intégrée à vos systèmes, comme par exemple les Russes en ont,
où les Chinois pourraient en avoir, car ils disposent d'un système militaire conçu pour offrir au pays une certaine flexibilité en cas de besoin. Un besoin militaire, devrais-je préciser. Je dois dire qu'en tant qu'Américain, sans pour autant soutenir ces guerres de choix, mais en tant qu'Américain, préoccupé par une capacité de défense américaine responsable, je dis depuis des décennies, que nous ne devrions pas privatiser nos industries militaires. Lorsque vous privatisez votre industrie militaire, l'ingénieur qui travaille pour la grande entreprise travaille pour le dirigeant de cette entreprise. Ainsi, lorsqu'un ingénieur découvre un problème avec quelque chose qu'il impose au peuple américain, sa loyauté va à la direction de l'entreprise, non au gouvernement. Si vous travaillez pour le gouvernement et que vous trouvez un problème avec un système d'armes que vous déployez, vous le signalez immédiatement à la direction du pays. Les gens sont conscients des problèmes et ont au moins une certaine possibilité d'essayer de les corriger. Ce n'est pas le cas dans le système américain. Vous avez une organisation à but lucratif dont la loyauté va au profit, non aux intérêts du pays. Et nous avons ce système ici, ce qui aboutit à un système extrêmement rigide. Et je vais bientôt passer en revue quelques chiffres de production concernant les défenses aériennes, ce qui vous donnera une idée. Et cela est vraiment dû à de nombreux problèmes, mais c'est en partie lié au lobbying en faveur de défense aérienne dont les ingénieurs compétents savent ou devraient savoir qu'elles n'ont pas la capacité de faire ce qu'elles prétendent pouvoir faire, tant sur le plan technique qu'en termes de quantité. Cela tient aussi à de sérieuses limites techniques et scientifiques auxquelles ces défenses aériennes sont confrontées, en particulier face aux missiles balistiques. Elles sont très efficaces contre les avions, mais elles ont presque aucune capacité contre les missiles balistiques. Et j'insisterai sur ce point plus tard dans notre discussion. Nous sommes donc dans une situation où les défenses aériennes de l'Iran et d'Israël joueront un rôle crucial pour chacun de ces pays. Dans le cas de l'Iran, ces défenses aériennes sont relativement vulnérables à la suppression. C'est vrai pour toutes les défenses aériennes, à moins de disposer d'une force aérienne très performante pour vous soutenir et vous aider à contrer les défenses aériennes de l'adversaire. Par exemple, on voit en Ukraine que la force aérienne russe, combinée à l'utilisation très ingénieuse de drones pour épuiser la force aérienne et les défenses terrestres ukrainiennes, a essentiellement conduit à la destruction de toutes les défenses aériennes significatives en Ukraine. En Iran, la situation est quelque peu similaire, même si ces défenses aériennes sont relativement performantes pour ce type de système. Ils sont vulnérables aux attaques venant du sol, des forces spéciales et des contre-mesures électroniques, puis à des attaques directes menées par des avions soutenus par des contre-mesures électroniques. Je ne m'attendais pas à ce que les défenses aériennes iraniennes fonctionnent très bien. Elles ont une certaine utilité en obligeant les forces aériennes américaines et israéliennes à s'en occuper, ce qui les contraint à mobiliser des moyens pour neutraliser ces défenses. Mais une fois ces défenses en grande partie éliminées, on peut agir différemment, sans leur permettre de provoquer ce qu'on appelle parfois une attrition virtuelle de vos forces, car il faut constamment employer une partie de vos moyens pour supprimer et resupprimer les systèmes de défense aérienne. Et il semble que le résultat attendu se soit déjà produit en Iran. Une Oranesque East et défense pertinue des parties. En Israël, nous avons également des défenses aériennes qui ne fonctionnent pas très bien que pour des raisons différentes. Ces défenses aériennes ne sont pas destinées à contrer des avions, du moins pour le moment, et il est probable qu'elles ne le seront pas,
même si elles pourraient s'avérer efficaces contre des missiles de croisière et des drones plus tard. Mais pour l'instant, elles n'ont vraiment aucun effet. Je vais le démontrer. Je vais montrer quelques diapositives pour réitérer ce point. Ce n'est pas moi qui parle au hasard. J'expliquerai à votre public comment interpréter certaines des images que je vais présenter. Je prendrai un peu de temps pour leur montrer comment les lire, puis nous les examinerons ensemble. Et nous pourrons constater que les défenses aériennes contre les missiles balistiques ne fonctionnent essentiellement pas en Israël. Ainsi, les dégâts que peuvent causer les missiles balistiques sont bien moindres que ceux que peuvent infliger des avions opérant dans leur rayon d'action, avec un soutien aérien et un ravitaillement en vol adéquat. Mais, avec le temps, le poids de ces attaques se fera sentir. Et ce fardeau sera très important, ayant un effet très néfaste sur la capacité d'Israël à maintenir le fonctionnement de sa société. Je ne pense pas que la société s'effondrera, pas plus que celle de l'Iran, mais il y aura suffisamment de perturbations pour enfoncer davantage l'économie israélienne dans le gouffre où elle se trouve déjà. Et l'économie compte. Il existe de nombreuses façons d'amener un pays à décider qu'il ne veut vraiment plus continuer à vivre dans des conditions de guerre. Et une économie en plein effondrement aura certainement cet effet. D'autres conséquences apparaîtront également plus tard. Par exemple, les Iraniens ont fermé le Strait d'Ormuz. J'aurai aussi quelques commentaires à ce sujet. Je vais expliquer à quoi ressemblent les détroits, car je pense qu'il y a une différence entre en parler et les voir. J'ai quelques cartes que je montrerai. Et en gros, cela aura un effet considérable, mais pas immédiatement. Par exemple, 90% du pétrole brut que le Japon reçoit passe par le détroit d'Ormuz. 90%. Mais le Japon dispose d'environ 230 ou 240 jours de réserve, car il sait qu'il dépend de ce pétrole brut. La Chine, 40% de son pétrole brut passe par le détroit, et elle a 80 ou 90 jours de réserve. La Corée du Sud, eh bien, j'ai un petit chiffre que je montrerai plus tard. Donc, une fois que nous serons entrés dans la période de 2 à 3 mois de cette guerre, et elle se poursuivra, car l'objectif des Iraniens, c'est qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent la mener comme ils l'ont annoncé, c'est d'étirer la guerre, de la prolonger et de compter sur le poids des dégâts qu'ils infligent pour produire leurs effets au fil du temps. Au début, nous verrons une quantité énorme de souffrance et de destruction en Iran. Puis, nous verrons les effets cumulatifs de souffrance et de destruction similaires en Israël et dans d'autres pays. Et ces autres pays comptent. Vous savez, si vous portez atteinte à l'économie de la Chine, il se peut que la Chine ait intérêt à aider l'une ou l'autre des parties. Et il est clair que la Chine a décidé d'aider l'Iran. Et l'aide chinoise viendra à court terme comme à long terme. À court terme, les Chinois ont fourni des données satellitaires aux Iraniens. Désormais, les Iraniens peuvent observer et dire « Ah, il y a beaucoup d'avions sur cet aérodrome, mais pas sur celui-là, que nous pouvons atteindre. » Ils peuvent aussi voir quel type de dégâts ils infligent à Israël. Vous savez, les Israéliens peuvent essayer de contrôler le discours public à ce sujet, mais ils ne pourront pas le cacher aux Iraniens. Et les Iraniens vont avoir une idée de la manière de concentrer leurs forces au fur et à mesure que la guerre se poursuit. Ce n'est pas un détail. Cela peut sembler n'être que des photographies, mais c'est une capacité majeure, vraiment majeure, que la Chine met en pratique à la disposition de l'Iran. Désolé de vous interrompre. Nous avons eu le même cas en mer Rouge, si vous vous souvenez, avec le Bab el-Mandeb et les Houthis. Ils ont décidé que les navires chinois et russes pouvaient passer, mais ils sélectionnaient ceux qui se rendaient en Israël. Ces navires-là ne passaient pas. Ils peuvent être sélectifs dans leurs attaques contre n'importe quel pétrolier dans ce genre de situation.
Oui, et si tu réfléchis à la manière dont tu vas utiliser et concentrer tes ressources, même si elles sont limitées, et je serai le premier à te dire que les missiles balistiques ont une capacité de destruction limitée, ils ne transportent tout simplement pas les charges énormes que les avions emportent de nos jours. Mais avec le temps, cela n'a pas d'importance, car les effets du type d'attaque à distance dont nous parlons déjà vont s'accumuler. La stratégie de l'Iran est donc solide, compte tenu des ressources dont il dispose. Chaque camp tire parti de ses points forts, et les Américains comme les Israéliens vont finir par manquer de moyens. Nous allons donc assister à une guerre longue et elle sera imprévisible. Qui sait quel genre de bouleversement politique? Enfin, vous savez, tout le monde parle de l'effondrement du gouvernement iranien. Que va-t-il arriver à Netanyahou quand les gens commenceront vraiment à comprendre ce qu'il a fait à Israël? Et quand la population israélienne commencera à dire « Eh bien, je ne suis pas sûr d'en avoir assez, je ne suis pas sûr de vouloir encore de ce type ». Tout le monde parle de l'effondrement des Iraniens, mais je ne sais pas ce qui va se passer en Israël. Je ne prétends pas le savoir du tout. Mais j'ai des contacts israéliens, et ils ne sont pas satisfaits du gouvernement. Il y a beaucoup d'autres personnes qui, elles, le sont, mais un peu de réalité pourrait leur faire changer d'avis. Donc, nous ne savons pas non plus ce qui va se passer là-bas. C'est une situation très fluide et imprévisible. Bon, pourquoi ne pas afficher cette première diapositive, principalement pour me guider? J'ai déjà parlé des défenses aériennes de l'Iran, à la fois de l'Iran et d'Israël, et de leurs effets. Mais passons à la diapositive 2, qui introduit simplement le sujet suivant, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui aura ses propres conséquences. Si nous passons à la diapositive 3, j'ai indiqué quelques chiffres que je trouve importants. Par exemple, 80 à 90% du pétrole brut du Japon passe par le détroit d'Ormuz. Si cette voie n'est plus disponible, il dispose d'environ 230 jours de réserve. La Corée du Sud, environ 70%. Ce sont d'immenses économies. Les Américains ou les États-Unis dépendent réellement de ces économies. Vous savez, ce que je n'ai pas inclus ici, c'est l'effet de cette guerre sur le public américain. Maintenant, nous allons voir, eh bien, nous les Américains, pour le dire franchement, sommes gros, ignorants et satisfaits. Nous avons tendance à être très privilégiés, très protégés. Mais nous allons voir le prix du pétrole augmenter, bien sûr dans le monde entier, car l'offre et la demande vont jouer un rôle majeur ici. Si le prix du pétrole augmente à l'échelle mondiale, le prix de l'essence augmentera aux États-Unis, car nos compagnies pétrolières ne sont pas enclines à faire la charité au peuple américain. Ce sont des entreprises à but lucratif, comme nos industries militaires, et elles vont augmenter les prix aux États-Unis, car elles ne vont pas vendre des produits pétroliers aux Américains avec une marge bénéficiaire inférieure à celle qu'elles peuvent obtenir sur les ventes internationales. Les choses vont donc mal se passer aux États-Unis. Le public américain est déjà très mécontent de ce qu'il perçoit, à juste titre, comme une hausse des taux d'inflation dans le pays. Et nous avons une répartition des richesses très déséquilibrée dans notre pays. C'est assez choquant. Je veux dire, nous sommes un pays extrêmement riche. Et vous savez, je ne peux pas penser à quelque chose que je voudrais acheter, que je ne puisse pas acheter si je le décide. Mais ce n'est pas le cas pour un très grand nombre d'Américains. Cela ne devrait pas être le cas, car la répartition des richesses pourrait facilement permettre à quelqu'un comme moi de continuer à vivre très confortablement, tout en permettant à l'ensemble de la population de vivre avec la même dignité que celle dont jouissent les gens comme moi.
Vous savez, ce n'est pas que nous n'en ayons pas assez, c'est que nous ne le distribuons pas équitablement. C'est une répartition des richesses profondément injuste. Beaucoup de gens souffrent énormément et ils vont souffrir encore davantage. Cela ne m'affecte pas beaucoup que le prix des courses augmente. Je ne m'en inquiète pas. Mais je peux vous dire que 60 ou 70% des familles américaines sont en grande difficulté face à ces coûts. Et ce n'est pas que je m'en fiche, je m'en soucie. Mais cela tient à la manière dont le gouvernement américain a donné la priorité au bien-être de ceux d'entre nous qui sont plus riches par rapport à ceux qui ont moins. Je parle ici des Américains. Et le résultat net, c'est que la grande et belle loi de Trump a donné encore plus d'argent à ceux qui en avaient déjà, même s'ils n'en avaient pas besoin. Cela ne m'affecte pas. Ma vie personnelle ne change pas en fonction des fluctuations de ma richesse immédiate. Mon revenu disponible dépasse largement mes besoins. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des gens, et ils souffrent énormément. Et j'en ai honte d'ailleurs. Je veux être très clair, ce n'est pas quelque chose dont je sois fier. Mais ces effets sur l'économie américaine vont se traduire en vote. Le Congrès américain est en élection en novembre 2020, cette année. Et les sondages montrent déjà que Trump et son parti républicain sont en grande difficulté. Si les choses se passent comme elles pourraient, ils pourraient non seulement perdre la Chambre des représentants, mais les républicains pourraient aussi perdre le Sénat. C'est généralement considéré comme moins probable, mais je n'en suis pas si sûr, car je pense qu'avec le temps, la situation va beaucoup empirer du point de vue de la réélection républicaine. Et les Américains vont réagir. Si la Chambre devient démocrate, ce que je pense être presque certain, Trump va avoir beaucoup de problèmes. Mais si la Chambre et le Sénat deviennent tous deux démocrates, il sera dans une très mauvaise posture. Parce que non seulement il pourrait être destitué, même si nul ne sait comment cela se déroulerait, mais certains de ces criminels, je parle de ceux qui là, comme le chef de la sécurité intérieure et notre procureur général, qui défient les lois et la constitution de notre pays, pourraient eux aussi être destitués par le Congrès. En ce moment, nous avons un Congrès qui ne fonctionne pas. Donc Trump et ses partisans criminels, ou les membres de son cabinet criminel, sont intouchables parce que le Congrès est actuellement contrôlé par les républicains. Mais si cela change, la vie devient très difficile pour ces types, et très rapidement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens pensaient qu'ils pourraient en réalité ne pas attaquer l'Iran. Parce qu'en attaquant l'Iran, il a rendu le résultat encore plus certain et bien plus susceptible de se retourner profondément contre eux. Mais vous savez, cet homme n'a jamais rencontré une occasion violente qu'il refuserait. Nous voilà donc dans cette guerre. Avec le temps, les effets de la fermeture du détroit vont être catastrophiques. Et la question est, en un sens, qu'est-ce que cela signifie? Le détroit peut-il être rouvert, par exemple? La marine américaine est extraordinairement puissante. Peut-elle rouvrir le détroit? Regardez la diapositive suivante, la diapositive 4. J'ai ce cercle autour du détroit d'Ormuz, et en gros, il serait fermé en y plaçant des mines sous-marines, de façon à ce que les pétroliers ne puissent pas passer. Maintenant, vous savez, un pétrolier typique transporte peut-être quelques millions de barils de pétrole, n'est-ce pas? Disons qu'un baril de pétrole vaut $75. Ce ne sera pas $75, ce sera $100 le baril. Mais à $75, cela représente environ 150 millions de dollars de revenus pour le pétrolier. Le pétrolier lui-même vaut probablement 70 ou 80 millions de dollars à construire et à posséder. Donc on parle de quelques centaines de millions de dollars. 250 millions, peut-être même 300 millions par pétrolier.
en termes de perte d'un navire. Personne ne va assurer ça. Donc, si vous oubliez ces idées utopiques que des gens comme moi pourraient avoir, parce que je ne suis responsable de rien, mais si je suis le capitaine de l'un de ces pétroliers, ou le propriétaire de l'un de ces pétroliers, je passe pas par le détroit d'Ormuz. Peu importe ce que vous dites. Maintenant, les Iraniens, si nous regardons la diapositive suivante, disposent d'environ 5 à 6 000 mines qu'ils peuvent déployer, et il n'y a vraiment aucun moyen de les en empêcher. Ils ont ces sous-marins russes de classe Kilo capables de poser des mines. Ces sous-marins n'ont pas besoin d'utiliser leurs torpilles, ils peuvent simplement poser des mines. Mais, à mon avis, les sous-marins de poche, ceux que les Iraniens ont à la fois achetés à la Corée du Nord et construits eux-mêmes, seraient les principaux utilisés. Je ne connais pas le nombre exact, mais il dépasse largement la vingtaine. Ces sous-marins pèsent environ 75 à 100 tonnes. Ils ont un équipage de 5 ou 6 personnes. Ils pourraient transporter quelques torpilles, mais ils n'en transporteront pas. Ils emporteront des mines. Ils se déplacent assez lentement. Ce sont des sous-marins pour eau peu profonde, diesel électrique, ce qui signifie qu'ils sont pratiquement indétectables dans les eaux bruyantes et peu profondes du détroit. Il n'existe aucun système acoustique capable de les repérer. Ils peuvent donc poser des mines aussi longtemps que l'Iran souhaite maintenir le détroit fermé. On pourrait essayer de retirer les mines, mais le déminage est une opération qui nécessite généralement des navires de surface. Vous pourriez avoir quelques véhicules sous-marins, des véhicules robotiques, mais ils ne seront pas capables de faire le travail. Ils ne peuvent pas couvrir la zone ni le nombre nécessaire. Vous ne pouvez pas envoyer un navire de surface là-bas sous les canons de l'Iran. Je veux dire, vous allez perdre des navires. Il y aura beaucoup de victimes. Donc, la marine américaine n'a vraiment aucune option, à ma connaissance. S'il y a quelqu'un dans le public qui peut m'écrire pour me dire que je me trompe, je suis toujours preneur. Mais je ne vois aucun moyen pour la marine américaine de déminer ces zones sans perdre des moyens et en mettant beaucoup de ressources en danger. Alors, ces détroits vont rester fermés. Et ils vont rester fermés pendant longtemps, essentiellement aussi longtemps que les Iraniens voudront qu'ils le soient, à moins que vous ne puissiez lancer une sorte de campagne, ce que je ne pense pas que vous serez capable de faire, pour détruire ces sous-marins de poche pendant qu'ils sont au port, qu'ils entrent ou sortent et ce genre de choses. Et cela va être difficile à faire, car cette zone de l'océan est peu profonde. Elle appartient à l'Iran. Ce n'est pas la marine en eau profonde, où l'on sort pour se faire démolir par la marine américaine. Donc la situation va être mauvaise. Si nous voulons simplement voir à quel point la situation est grave, la diapositive ci vous le montre. Vous voyez ces petites flèches violettes? Elles indiquent les voies d'entrée et de sortie, à droite et à gauche, pour les zones d'eau profonde du détroit. Les détroits ne font qu'environ 75 à 90 mètres de profondeur, ce qui suffit pour l'un de ces grands pétroliers, mais